Bonjour et bienvenue sur le plateau du Monde Nouveau. Nous sommes avec Marc-Antoine Jamet, secrétaire général du groupe de luxe LVMH. LVMH, c'est quand même le prestige national, international. C'est les podiums, les paillettes, le strass, tout le luxe finalement, et une réussite à la française. On vous attend moins sur le domaine de l'économie circulaire finalement. Il est un peu normal que la première entreprise européenne, par la capitalisation, une des entreprises françaises les plus connues, le représentant de l'art de vivre européen, soit quand même, à partir du moment où il y a des débats de société, parfaitement impliqué. C'est vrai qu'au départ, nous, on est plutôt dans l'éternité. On est plutôt dans la rareté. L'idée de recyclage, l'idée de réduction n'est pas obligatoirement la nôtre, c'est clair. Mais en même temps, et puis de cette façon, le renouvellement permanent, qu'est-ce que c'est que la mode? C'est ce qui se démode. Donc il y a cette notion, autant de notions qui sont plutôt étrangères au sujet qui nous anime. Puis on va dire aussi des choses très simples. Un groupe comme le groupe LVMH, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre d'un groupe automobile. C'est 0,5% de la totalité du textile, donc on pourrait se sentir pas concerné. Et en même temps, il y a un devoir d'exemplarité à l'égard d'abord de nos salariés. 95% des jeunes, des trentenaires qui viennent travailler chez nous, nous disent: que faites-vous en matière d'environnement? Que faites-vous en matière d'économie circulaire? Que faites-vous en matière de biodiversité? C'est également quelque chose qui, par rapport à nos clients, devient évidemment quelque chose d'absolument indispensable. Il y a une vraie prise de conscience finalement. Il y a une prise de conscience réelle, aussi bien d'ailleurs en Asie qu'en France, aussi bien auprès des clients masculins que des clients féminines, puisqu'on a des clients masculins de plus en plus nombreux. On voit que c'est général, les générations montantes, la force de la question, la difficulté à s'imaginer avec 2,7 degrés de plus dans 30 ans, va absolument partout. Et puis, il y a cette chose absolument indispensable, c'est qu'on doit être dans l'innovation. On est à la fois dans la durabilité. Quand je disais tout à l'heure qu'on était dans l'éternité et la rareté, d'une certaine façon, on est dans la durabilité. Et la durabilité, ça veut dire, à un moment ou un autre, être capable de faire en sorte que des vêtements aient une deuxième vie, de faire en sorte qu'on trouve des résidus de raisin qui puissent participer à la cosmétique, qu'on puisse faire en sorte qu'une agriculture régénérative, y compris par exemple dans les vignobles de Champagne, où on n'a plus vu un arbre depuis quand même quelques dizaines, voire centaines d'années, où Ruinart replante 14 000 arbres. Donc absolument partout, il y a matière à prouver que l'économie circulaire, la protection de la biodiversité sont quelque chose qui n'est pas du tout éloigné du luxe, mais au contraire qui lui est consubstantiel. En fait, on emprunte tout à la nature. Il n'y a pas de textile s'il n'y a pas de soie, il n'y a pas de cosmétiques s'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de vin s'il n'y a pas de raisin. Et donc de rendre à la nature ce qu'elle nous a donné, quelque chose d'assez normal. Et comment est-ce qu'on peut allier luxe et environnement? Très facilement. D'abord, il y a une chose qui est essentielle, c'est d'avoir des scores, c'est d'avoir des indicateurs pour savoir si on pollue, pour savoir si on peut s'améliorer. Et on a un programme qui s'appelle Life 360 qui a fait que 2023, 2026, 2030, des objectifs très durs sont mis. Il faut qu'on puisse mesurer. Et de ce point de vue-là, on s'est entouré d'un certain nombre de start-up ou d'ONG ou d'organismes qui sont absolument, dont on est absolument certain de la transparence et de l'équité, qui nous mesurent. Et du coup, on a des résultats. On sait que 94% par exemple de nos gaz à effet de serre viennent très directement du transport des clients vers nos magasins ou du transport de nos produits vers les pays dans lesquels ils seront consommés. Assez peu, il faut bien le reconnaître, dans la production et assez peu dans l'agriculture. Comment est-ce que vous pouvez travailler concrètement pour améliorer ces chiffres? Il y a une chose qui est simple. Par exemple, le basculement global par une meilleure gestion, par une meilleure logistique, par une meilleure prévision de notre transport, du transport aérien vers un transport maritime, c'est une possibilité. Le fait que nous ayons demandé à l'ensemble de nos boutiques de n'avoir qu'une électricité verte ou une électricité renouvelable, d'une part, et d'autre part, de changer ce qu'on appelle le lamping, dans ce mot affreux, à moitié anglais, à moitié français, qui consiste à rééquiper en LED absolument tout le magasin, c'est une source de créer des challenges internes, de faire en sorte que l'on puisse pénaliser ceux qui dépensent, qui émettent des gaz à effet de serre. Ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a un fonds interne chez LVMH où ceux qui sont pollueurs payent, chaque société indépendante, chacune des 75, paye ou touche de l'argent en fonction de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas pour défendre l'environnement. Il y a d'innombrables moyens d'intéresser, d'aider. Et puis on a nos créateurs. Quand on voit quelqu'un comme Jonathan Anderson chez Louis V, quand on voit quelqu'un comme Kim Jones chez Fendi, quand on voit Stella McCartney, qui est vraiment l'apôtre absolu de la défense de la planète, de la biodiversité, on voit que nos esprits, nos artistes, nos créateurs, évidemment, ont une influence
totale sur nos sociétés et développe cet esprit environnementaliste et écologique. Et est-ce que vous souhaitez même agir sur la fabrication du vêtement? C'est-à-dire, est-ce que vous réfléchissez même à l'impact environnemental avec les matières que vous utilisez? Bien évidemment, et nous ne prenons plus maintenant que des cotons certifiés dont on est absolument certain que la consommation en eau et le peu d'influence sur leur écosystème est certain. Nous faisons en sorte évidemment de ne prendre que du cuir qui vienne maintenant par la traçabilité que l'on exige de nous-mêmes, mais également maintenant de nos fournisseurs. La charte du bien-être animal aussi. Exactement. Faites en sorte que, comme vous le savez, le cuir et les peaux sont liés à la viande, mais il y a bien des manières d'exploiter cette ressource naturelle et de le faire avec une traçabilité, une vérification, une certification. C'est quelque chose que l'on fait partout. L'idée que l'on a, par exemple, aujourd'hui, de faire que le jasmin d'un certain nombre de nos parfums viennent d'une centaine d'entreprises indiennes, familiales, et que nous puissions suivre avec l'UNESCO, par exemple, ou suivre en le certifiant l'arrivée de ce jasmin, mais on pourrait parler de la vanille, et on parlait de l'ylang-ylang. Voilà, donc, à la fois dans le packaging, dans les matières premières, dans la manière même de concevoir et de vendre, l'idée, c'est qu'en 2030, 100% de nos produits, soient éco-conçus. Voilà, donc se fixer des objectifs, les tenir comment? À la fois par nos salariés, qui sont fans, bien évidemment. Ils rentrent dans une entreprise, ils la savent exemplaire, innovante, à la fois un mélange de tradition et de futur. Ils sont fiers de voir que nous faisons ça, mais par nos clients et puis par la transparence totale, l'information pour dire on y est arrivé, on n'y est pas arrivé. Avec un souhait quand même, c'est qu'on y arrive. On a réussi à obtenir, je crois que les résultats du programme LIFE 360 pour 2020 ont été obtenus dès 2019. Voilà, mesurer, rendre public, être transparent. Avec Life 360, du coup, on n'est pas sur du greenwashing, mais vraiment sur une vision à long terme de l'impact environnemental. On est tous sur le greenwashing. On est avec 4 piliers: la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité, l'économie circulaire que nous on appelle la création circulaire ou la créativité circulaire, et véritablement également l'éco-conception. Et donc, on se fixe des buts. Par exemple, protection de la biodiversité, l'accord qu'on a signé, que Antoine Arnaud a signé avec l'UNESCO, c'est 5 millions d'hectares où la biodiversité de la faune et de la flore seront protégées, renforcées, sauvegardées. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est clairement dire que 50% de nos gaz à effet de serre ou de nos CO2 émis par ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2, c'est-à-dire, là pour le coup, à la fois la conception et la production seront éliminés dès 2026, mais ce 94% que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les transports et l'acheminement de nos clients, 50%, 55% en 2030. Donc véritablement, en effet, on n'est pas vraiment dans le greenwashing, c'est le moins qu'on puisse dire. On est dans des objectifs quantifiés et quantifiés considérables. Dans l'idée du luxe, on a aussi l'idée d'éternel, mais peut-être d'éphémère, de surconsommation. Est-ce que aussi là-dessus, sur la vie que vous pouvez donner à une seconde vie aux vêtements, vous y travaillez, vous y pensez? Il y a d'abord quelque chose qu'on ne doit pas confondre. Il y a le textile de masse, les noms que l'on connaît, qui eux sont plutôt dans les longues séries, dans les stocks, dans les invendus. Et nous, on est plutôt rareté, petite série et sur mesure. Ce qui veut dire qu'en règle générale, quand on a une collection d'un été ou d'un hiver, il est rare qu'on en trouve d'innombrables produits. Les files d'attente devant chez Louis Vuitton, la désirabilité des produits Dior, Céline, voilà, fait qu'on est très, 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 très rarement confronté à ces choses-là. Mais par exemple, je vois des gens, Virgil Abloh, qui est créateur de la ligne masculine de Louis Vuitton, qui, quand il fait une nouvelle paire de baskets, de sneakers, utilise des sneakers qui ont été démodés, qui n'ont pas été utilisés. Quand je vois Kim Jones chez Fendi qui utilise les restes de collections précédentes pour les intégrer dans des collections nouvelles, il y a véritablement une nouvelle manière de considérer le recyclage qui est chez nous, qui vraiment, une fois encore, petite série, très haute couture, personnalisation des produits. On n'est pas vraiment dans les gaspillages, les invendus et les stocks qui restent. Mais en revanche, considérer que même à notre échelle, il faut le faire. Et puis on s'aperçoit qu'on crée des outils. Il y a 2 outils, par exemple, qui sont des outils technologiques et industriels. Le luxe n'aime pas dire qu'il est une industrie, il préfère dire qu'il est un atelier. Et il a raison, qu'il y a une liaison directe entre la personne qui reçoit un objet de luxe et l'artisan qui l'a fabriqué. Mais il y a une plateforme qui s'appelle Cèdre, qui est maintenant commune à toutes nos marques et qui permet que sur un certain nombre de matériaux, y compris d'ailleurs le polyester, qui soit le coton, la laine, le métal, le bois, on recrée une bourse de matériaux qui
qui est ensuite redispatché chez tous ceux qui sont les acheteurs. Ceux qui ont des surplus les amènent. Cette plateforme Cèdre, c'est une révolution. Il y a une plateforme auprès de la Cosmetic Valley, qui est un organisme, un pôle de compétitivité où adhèrent toutes les grandes marques de parfums et de cosmétiques françaises, qui récupèrent également, et notamment quand ils sont rares, un certain nombre de matières premières pour les redonner. Vous n'avez pas consommé assez d'ylang-ylang, celui d'à côté n'en a pas, on va lui vendre. Donc ces plateformes technologiques, qui ne sont pas tout à fait visibles et pas toujours visibles pour le grand public, elles font une bourse aux matières premières de seconde main. C'est un second marché et c'est une économie évidemment très forte. Et vous allez jusqu'au souci du détail, même un travail aussi sur le packaging finalement. On travaille énormément sur le packaging. Toute personne qui a bu une bouteille de champagne, non pas que je veuille inciter chacun à boire un grand nombre de bouteilles de champagne. Modération, avec modération, bien sûr, mais pour les grands événements, c'est qu'une bouteille de champagne, elle est quand même beaucoup moins lourde qu'elle ne l'a été. Et on voit qu'on a signé un accord avec les verriers au lendemain de la pandémie, parce qu'ils étaient inquiets, et c'est normal, sur les achats que nous allons leur faire. La contrepartie, c'est deux choses. C'est soyez innovants et soyez écologiques. Prenez du verre recyclé. On s'aperçoit aujourd'hui que dans 100%, enfin aujourd'hui, dans quelques années, 100% des flacons et des pots de Guerlain contiendront du verre recyclé. On a un but, c'est qu'à poids équivalent, notamment par exemple chez Guerlain, qu'il y ait plus de contenu et moins de contenant. Une bouteille Ruinart, je parlais du champagne, là c'est encore plus étonnant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de boîte, ce fameux packaging supplémentaire, mais il y a une peau qui est fixée directement sur la bouteille de champagne et qui a une économie de packaging absolument extraordinaire. En règle générale, moins de carton, moins de papier, moins de packaging. Moins de plastique, bien évidemment. Le but, très rapidement, 2030, c'est plus une seule présence de plastique fossile vierge, non recyclé, de première main dans tous nos produits. On pourrait se dire pourquoi attendre 2030 ? Est-ce que c'est si compliqué de changer les process ? Je ne sais pas que c'est si compliqué, c'est que quand même il faut à la fois en effet mettre un approvisionnement nouveau, mettre des chaînes nouvelles, mettre des process nouveaux, également absorber le coût économique. Je crois au contraire qu'on est plutôt à marche forcée plutôt qu'au grand ralenti. On essaie d'aller ultra vite et c'est ce que nous faisons véritablement. Mais une fois encore, nos clients nous le demandent. Vous parlez de nouveau, vous êtes au Monde Nouveau. C'était une évidence pour vous de participer à ce rendez-vous ? C'était pas une évidence. Est-ce qu'on y avait notre place ? Est-ce qu'entre Emmaüs, est-ce qu'entre une grande distribution alimentaire, nous avions notre place ? Non, pour ce que j'ai dit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas naturellement cités parmi les polluants. Mais il y a un devoir d'exemplarité. Si LVMH commettait un dixième ou un centième ou un millième de ce que font parfois, pour des raisons compréhensibles, parce qu'ils sont dans l'énergie, parce qu'ils sont dans l'automobile, parce qu'ils sont dans le nucléaire, parce qu'ils sont dans des produits de facturation, de fabrication lourde, un certain nombre d'autres, nous serions condamnés une fois encore par nos critiques, condamnés par nos clients et condamnés par nos salariés. Donc on a un devoir d'exemplarité qui nous pousse beaucoup plus loin. LVMH pollueur, c'est insupportable. Ce serait insupportable. LVMH qui n'a pas, en matière d'agriculture régénératrice, un vrai programme. Quand on utilise des fleurs pour les parfums et du raisin pour les vins, ce serait incompréhensible. Et véritablement, on doit le faire. Une fois encore, il y a deux raisons. Je crois que derrière Antoine Arnaud et derrière Bernard Arnault, on en a très envie. Mais je pense également que par rapport à ce qu'est l'opinion aujourd'hui, une seule faute, une seule faille, et nous serions coupables bien davantage encore que d'autres. Donc il faut être exemplaire. Et apporter votre pierre à l'édifice de la protection de la planète, clairement. Et apporter notre pierre, on a une responsabilité globale. L'accord qu'on a passé avec l'UNESCO est exemplaire. 5 millions d'hectares de la planète qui seraient entièrement... s'interdire absolument d'avoir le moindre sourcing à partir de zones en voie de déforestation ou en voie de désertification. Une fois encore, je crois que la réalité, c'est l'objectif chiffré, c'est la transparence sur l'explication du pourquoi ou du comment. Parfois, il y a de grandes annonces sur certains sujets du luxe qui, derrière, ne sont pas suivis en fait des faits, ou au contraire, qui ont des effets pervers. Et donc, nous souhaitons au contraire y aller posément, non pas lentement, mais rapidement, mais surtout dans la plus grande explication et la plus grande clarté. Pour une vraie durabilité. La vraie durabilité, exactement. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cet échange. Merci de votre invitation. Merci à vous et à bientôt sur le plateau du Monde Nouveau.